allez bien et que vous êtes en forme pour la suite des aventures de Madame Bovary. Que voilà. Alors on n'en est qu'au début, mais mine de rien les choses se mettent en place. Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis lancée dans le challenge personnel, et parce que aussi ça me fait extrêmement plaisir, de relire Madame Bovary, et en votre compagnie, du coup tous les dimanches, je vous lis quelques pages à voix haute, enfin je nous lis quelques pages à voix haute pour découvrir ou redécouvrir ce classique. D'ailleurs j'ai fait ma première playlist sur cette chaîne, ça se fête. On va attaquer le chapitre 4 aujourd'hui, je vous fais un petit résumé du coup de ce qui s'est passé jusqu'à présent, vous allez voir c'est assez rapide. C'est histoire de vous resituer un petit peu si jamais vous avez écouté la vidéo vraiment dimanche dernier, comme ça ça remet bien en tête. Les premiers chapitres étaient axés sur Charles Bovary, un petit garçon qui est devenu un jeune garçon, qui est devenu un jeune homme, qui est devenu médecin, assez feignant, assez passe-partout, assez classique et pas très courageux, pas très téméraire et qui est assez banal comme garçon, mais plutôt gentil. On nous a présenté ses parents, qui sont du genre envahissant et pénible, et on nous a présenté sa femme, qui est morte. Pas de bol. Après la mort de sa femme, Charles Bovary s'est rapproché d'une jeune fille, la fille d'un de ses patients, qui s'appelle Emma, et qui l'a demandé en mariage, qui a essayé de demander en mariage, et là du coup, on arrive au mariage, puisque cette jeune femme a répondu oui. J'espère que vous êtes prêts, j'attaque la lecture, installez-vous tranquillement. Chapitre 4. Les conviés arrivèrent de bonne heure dans des voitures. Carriola à un cheval, char à banc à 2 roues, vieux cabriolet sans capote, tapissière à rideaux de cuir, et les jeunes gens des villages les plus voisins dans des charrettes où ils se tenaient debout, en rang, les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber, allant au trot et secouer dur. Il en vint de 10 lieues loin, de Goderville, de Normanville et de Cagny. On avait invité tous les parents des deux familles, on s'était raccommodé avec les amis brouillés, on avait écrit à des connaissances perdues de vue depuis longtemps. De temps à autre, on entendait des coups de fouet derrière la haie. Bientôt, la barrière s'ouvrait. C'était une carriole qui entrait. Galopant jusqu'à la première marche du perron, elle s'est arrêtée court et vidait son monde qui sortait par tous les côtés en se frottant les genoux et en s'étirant les bras. Les dames en bonnet avaient des robes à la façon de la ville, des chaînes de montres en or, des pèlerines à bouts croisés dans la ceinture ou de petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle et qui leur découvraient le cou par derrière. Les gamins, vêtus pareillement à leur papa, semblaient incommodés par leurs habits neufs. Beaucoup même étreignèrent ce jour-là la première paire de bottes de leur existence. Et l'on voyait à côté d'eux, ne soufflant mot dans la robe blanche de sa première communion, rallongée pour la circonstance, quelques grandes fillettes de 14 ou 16 ans, leurs cousines ou leurs sœurs aînées sans doute, rougeaudes, ahuries, les cheveux gras de pommade à la rose, et ayant bien peur de salir ses gants. Comme il n'y avait point assez de valets d'écurie pour dételer toutes les voitures, les messieurs retroussaient leurs manches et s'y mettaient eux-mêmes. Suivant leurs positions sociales différentes, ils avaient des habits, des redingotes, des vestes, des habits-vestes, bons habits entourés de toute la considération d'une famille et qui ne sortaient de l'armoire que pour les solennités. Redingotes à grandes basques flottant au vent, à collets cylindriques, à poches larges comme des sacs, vestes de gros drap qui accompagnaient ordinairement quelques casquettes cerclées de cuivre à sa visière, habits-vestes très courts, ayant dans le dos 2 boutons rapprochés comme une paire d'yeux et dont les pans semblaient avoir été coupés à même un seul bloc par la hache du charpentier. Quelques-uns encore, mais ceux-là bien sûr devaient dîner au bas bout de la table, portaient des blouses de cérémonie, c'est-à-dire dont le col était rabattu sur les épaules, le dos froncé à petits plis et la taille attachée très bas par une ceinture cousue. Et les chemises sur les poitrines bombaient comme des cuirasses. Tout le monde était tondu à neuf, les oreilles s'écartaient des têtes, on était rasé de près. Quelques-uns même qui s'étaient levés dès avant l'aube, n'ayant pas vu clair à se faire la barbe, avaient des balafres en diagonale sous le nez, ou, le long des mâchoires, des pelures d'épiderme larges comme des écus de 3 francs, et qu'avaient enflammé le grand air pendant la route, ce qui marbrait un peu de plaques roses toutes ces grosses faces blanches épanouies. La mairie se trouvant à une demi-lieue de la ferme, on s'y rendit à pied, et l'on revint de même une fois la cérémonie faite à l'église. Le cortège, d'abord uni comme une seule écharpe de couleur qui ondulait dans la campagne le long de l'étroit sentier serpentant entre les blés verts, s'allongea bientôt et se coupa en groupes différents, qui s'attardaient à causer. Le ménétrier allait en tête, avec son violon empanaché de rubans à la coquille, les mariés venaient ensuite, les parents, les amis tout au hasard, et les enfants restaient derrière, s'amusant à arracher les clochettes des brins d'avoine ou à se jouer entre eux sans qu'on les vît. La robe d'Emma, trop longue, traînait un peu par le bas. De temps à autre, elle s'arrêtait pour la tirer, et alors, délicatement, de ses doigts gantés, elle enlevait les herbes rudes avec les petits dards des chardons, pendant que Charles, les mains vides, attendait qu'elle eût fini. Le père Rouault, un chapeau de soie neuf sur la tête et les parements de son habit noir lui couvrant les mains jusqu'aux ongles, donnait le bras à Madame Bovary, mère. Quant à Monsieur Bovary, père, qui, méprisant au fond tout ce monde-là, était venu simplement avec une redingote à un rang de boutons d'une coupe militaire. Il débitait des galanteries d'estaminet à une jeune paysanne blonde.
Elle saluait, rougissait, ne savait que répondre. Les autres gens de la noce causaient de leurs affaires ou se faisaient des niches dans le dos, s'excitant d'avance à la gaieté, et en y prêtant l'oreille, on entendait toujours le crin-crin du ménétrier qui continuait à jouer dans la campagne. Quand il s'apercevait qu'on était loin derrière lui, il s'arrêtait à reprendre haleine, cirait longuement de colophane son archer afin que les cordes grinçassent mieux, et puis il se remettait à marcher, abaissant et levant tour à tour le manche de son violon pour se bien marquer la mesure à lui-même. Le bruit de l'instrument faisait partir de loin les petits oiseaux. C'était sous le hangar de la charretterie que la table était dressée. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole, 3 gigots, et au milieu, un joli cochon de lait rôti, flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Aux angles se dressait l'eau-de-vie dans des carafes. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons, et tous les verres d'avance avaient été remplis de vin jusqu'au bord. De grands plats de crème jaune qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table présentaient, dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesque de noms pareils. On avait été chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses, et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base, d'abord, c'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menus fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartiers d'orange. Et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, on voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat dont les 2 poteaux étaient terminés par 2 boutons de rose naturels en guise de boule au sommet. Jusqu'au soir, on mangea. Quand on était trop fatigué d'être assis, on allait se promener dans les cours ou jouer une partie de bouchon dans la grange. Puis on revenait à table. Quelques-uns, vers la fin, s'y endormirent et ronflèrent. Mais au café, tout se ranima. Alors on entama des chansons, on fit des tours de force, on portait des poids, on passait sous son pouce, on essayait à soulever les charrettes sur les épaules, on disait des gaudrioles, on embrassait les dames. Le soir, pour partir, les chevaux gorgés d'avoine jusqu'aux naseaux eurent du mal à entrer dans les brancards. Ils ruaient, se cabraient, les harnais se cassaient, leurs maîtres juraient ou riaient. Et toute la nuit, au clair de lune, par les routes du pays, il y eut des carrioles emportées qui couraient au grand galop, bondissant dans les saignées, sautant par-dessus les mètres de cailloux, s'accrochant au talus avec des femmes qui se penchaient en dehors de la portière pour saisir les guides. Ceux qui restèrent au berthaud passèrent la nuit à boire dans la cuisine. Les enfants s'étaient endormis sous les bancs. La mariée avait supplié son père qu'on lui épargnât les plaisanteries d'usage. Cependant, un marailleur de leur cousin, qui même avait apporté comme présent de noces une paire de soles, commençait à souffler de l'eau avec sa bouche par le trou de la serrure, quand le père Rouault arriva juste à temps pour l'en empêcher et lui expliqua que la position grave de son gendre ne permettait pas de telles inconvenances. Le cousin, toutefois, céda difficilement à ses raisons. En dedans de lui-même, il accusa le père Rouault d'être fier, et il alla se joindre dans un coin à 4 ou 5 autres des invités, qui, ayant eu par hasard plusieurs fois de suite à table les bas morceaux des viandes, trouvaient aussi qu'on les avait mal reçus, chuchotaient sur le compte de leur hôte et souhaitaient sa ruine à mots couverts. Madame Bovary-Mère n'avait pas desserré les dents de la journée. On ne l'avait consultée ni sur la toilette de la bru, ni sur l'ordonnance du festin. Elle se retira de bonne heure. Son époux, au lieu de la suivre, envoya chercher des cigares à Saint-Victor et fuma jusqu'au jour tout en buvant des grogs au kirsch. Mélange inconnu à la compagnie et qui fut pour lui comme la source d'une considération plus grande encore. Charles, n'étant point de complexion facétieuse, il n'avait pas brillé pendant la noce. Il répondit médiocrement aux pointes, calembours, mots à double entente, compliments et gaillardises que l'on se fit un devoir de lui décocher dès le potage. Le lendemain, en revanche, il semblait un autre homme. C'est lui plutôt que l'on eût pris pour la vierge de la veille, tandis que la mariée ne laissait rien découvrir où l'on put deviner quelque chose. Les plus malins ne savaient que répondre, et ils la considéraient quand elle passait près d'eux avec des tensions d'esprit démesurées. Mais Charles ne dissimulait rien. Il l'appelait ma femme, la tutoyait, s'informait d'elle à chacun, la cherchait partout, et souvent il l'entraînait dans les cours où l'on l'apercevait de loin entre les arbres, qui lui passait le bras sous la taille et continuait à marcher à demi penché sur elle, en lui chiffonnant avec sa tête la guimpe de son corsage. 2 jours après la noce, les époux s'en allèrent. Charles, à cause de ses malades, ne pouvait s'absenter plus longtemps. Le père Rouault les fit reconduire dans sa carriole et les accompagna lui-même jusqu'à Vassonville. Là, il embrassa sa fille une dernière fois, mit pied à terre et reprit sa route. Lorsqu'il eut fait 100 pas environ, il s'arrêta. Et comme il vit la carriole s'éloignant dont les roues tournaient dans la poussière, il poussa un gros soupir. Puis il se rappela ses noces, son temps d'autrefois, la première grossesse de sa femme.
Il était bien joyeux lui aussi le jour qu'il l'avait emmené de chez son père dans sa maison, quand il la portait en croupe en trottant sur la neige, car on était aux environs de Noël et la campagne était toute blanche. Elle le tenait par un bras. À l'autre était accroché son panier. Le vent agitait les longues dentelles de sa coiffure cauchoise qui lui passait quelquefois sur la bouche. Et lorsqu'il tournait la tête, il voyait près de lui sur son épaule sa petite mine rosée qui souriait silencieusement sous la plaque d'or de son bonnet. Pour se réchauffer les doigts, elle les lui mettait de temps en temps dans la poitrine. Comme c'était vieux tout cela. Leur fils à présent aurait 30 ans. Alors il regarda derrière lui. Il n'aperçut rien sur la route. Il se sentit triste comme une maison démeublée. Et les souvenirs tendres se mêlant aux pensées noires dans sa cervelle obscurcie par les vapeurs de la bombance, il eut bien envie d'un moment d'aller faire un tour du côté de l'église. Comme il eut peur, cependant, que cette vue ne le rendît plus triste encore, il s'en revint tout droit chez lui. Monsieur et madame Charles arrivèrent à Tostes vers 6 heures. Les voisins se mirent aux fenêtres pour voir la nouvelle femme de leur médecin. La vieille bonne se présenta, lui fit ses salutations, s'excusa de ce que le dîner n'était pas prêt, et engagea madame en attendant à prendre connaissance de sa maison. Ça y est, ils sont mariés! Et il y avait une illustration, je vous la montre, juste ici, que je trouve très belle d'ailleurs, personnellement. J'aime beaucoup le regard un peu espiègle de Emma, et très attendri de Charles pour le coup. Chapitre 5. La façade de briques était juste à l'alignement de la rue, ou de la route plutôt. Derrière la porte se trouvait accroché un manteau à petits collets, une bride, une casquette de cuir noir, et dans un coin, à terre, une paire de houseaux encore couverts de boue sèche. À droite était la salle, c'est-à-dire l'appartement où l'on mangeait et où l'on se tenait. Un papier jaune serein, relevé dans le haut par une guirlande de fleurs pâles, tremblait tout entier sur sa toile mal tendue. Des rideaux de calicot blanc, bordés d'un galon rouge, s'entrecroisaient le long des fenêtres. Et sur les 3 chambranles de la cheminée resplendissait une pendule à tête d'Hippocrate, entre 2 flambeaux d'argent plaqués sous des globes de forme ovale. De l'autre côté du corridor était le cabinet de Charles, petite pièce de 6 pas de large environ, avec une table, 3 chaises et un fauteuil de bureau. Les tomes du dictionnaire des sciences médicales, non coupés, mais dont la brochure avait souffert dans toutes les ventes successives par où ils avaient passé, garnissaient presque à eux seuls les 6 rayons d'une bibliothèque en bois de sapin. L'odeur des roux pénétrait à travers la muraille pendant les consultations, de même que l'on entendait de la cuisine les malades tousser dans le cabinet et débiter toute leur histoire. Venait ensuite, s'ouvrant immédiatement sur la cour où se trouvait l'écurie, une grande pièce délabrée qui avait un four et qui servait maintenant de bûcher, de cellier, de garde-magasin, pleine de vieilles ferrailles, de tonneaux vides, d'instruments de culture, hors de service, avec quantité d'autres choses poussiéreuses dont il était impossible de deviner l'usage. Le jardin, plus long que large, allait entre 2 murs de bauge couverts d'abricots en espalier jusqu'à une haie d'épines qui le séparait des champs. Il y avait au milieu un cadran solaire en ardoise, sur un piédestal de maçonnerie. 4 plates-bandes garnies d'églantiers maigres entouraient symétriquement le carré plus utile des végétations sérieuses. Tout au fond, sous les sapinettes, un curé de plâtre lisait son bréviaire. Emma monta dans les chambres. La première n'était point meublée, mais la seconde, qui était la chambre conjugale, avait un lit d'acajou dans une alcôve à draperie rouge. Une boîte en coquillage décorait la commode, et sur le secrétaire, près de la fenêtre, il y avait dans une carafe un bouquet de fleurs d'oranger nouées par des rubans de satin blanc. C'était un bouquet de mariée, le bouquet de l'autre. Elle le regarda, Charles s'en aperçut, il le prit et l'alla porter au grenier, tandis qu'assise dans un fauteuil, on disposait ses affaires autour d'elle, Emma songeait à son bouquet de mariage qui était emballé dans un carton, et se demandait en rêvant ce qu'on en ferait si par hasard elle venait à mourir. Elle s'occupa les premiers jours à méditer des changements dans sa maison. Elle retira les globes des flambeaux, fit coller des papiers neufs, repeindre l'escalier et faire des bancs dans le jardin tout autour du cadran solaire. Elle demanda même comment s'y prendre pour avoir un bassin à jet d'eau avec des poissons. Enfin, son mari, sachant qu'elle aimait à se promener en voiture, trouva un boc d'occasion qui, ayant une fois des lanternes neuves et des garde-crottes en cuir piqué, ressembla presque à un tilbury. Il était donc heureux et sans souci de rien au monde. Un repas en tête-à-tête, une promenade le soir sur la grande route, un geste de sa main sur ses bandeaux, la vue de son chapeau de paille accroché à l'espagnolette d'une fenêtre, et bien d'autres choses encore où Charles n'avait jamais soupçonné de plaisir, composaient maintenant la continuité de son bonheur. Au lit, le matin, et côte à côte sur l'oreiller, il regardait la lumière du soleil passer parmi le duvet de ses joues blondes qui couvraient à demi les pattes escalopées de son bonnet. Vu de si près, ses yeux lui paraissaient agrandis, surtout lorsqu'elle ouvrait plusieurs fois de suite ses paupières en s'éveillant, noirs à l'ombre et bleu foncé au grand jour. Ils avaient comme des couches de couleurs successives et qui, plus épaisses dans le fond, allaient en s'éclaircissant vers la surface de l'émail. Son œil à lui se perdait dans ses profondeurs, et il s'y voyait en petit jusqu'aux épaules avec le foulard qui le coiffait et le haut de sa chemise entr'ouvert. Il se levait.
Elle se mettait à la fenêtre pour le voir partir, et elle restait accoudée sur le bord entre deux pots de géranium, vêtue de son peignoir qui était lâche autour d'elle. Charles, dans la rue, bouclait ses éperons sur la borne, et elle continuait à lui parler d'en haut, tout en arrachant avec sa bouche quelques bribes de fleurs ou de verdure qu'elle soufflait vers lui, et qui, voltigeant, se soutenant, faisant dans l'air des demi-cercles comme un oiseau, allait, avant de tomber, s'accrocher au crin mal peigné de la vieille jument blanche, immobile à la porte. Charles, à cheval, lui envoyait un baiser. Elle répondait par un signe, elle refermait la fenêtre, il partait. Et alors, sur la grande route qui étendait sans en finir son long ruban de poussière, par les chemins creux où les arbres se courbaient en berceaux, dans les sentiers dont les blés lui montaient jusqu'aux genoux avec le soleil sur ses épaules et l'air du matin à ses narines, le cœur plein des félicités de la nuit, l'esprit tranquille, la chair contente, il s'en allait ruminant son bonheur, comme ceux qui mâchent encore après dîner le goût des truffes qu'ils digèrent. Jusqu'à présent, qu'avait-il eu de bon dans l'existence ? Était-ce son temps de collège, où il restait enfermé entre ses hauts murs, seul, au milieu de ses camarades plus riches ou plus forts que lui dans leur classe, qu'il faisait rire par son accent, qui se moquait de ses habits, et dont les mères venaient au parloir avec des pâtisseries dans leurs manchons? Était-ce plus tard, lorsqu'il étudiait la médecine et n'avait jamais la bourse assez ronde pour payer la contredanse à quelques petites ouvrières qui fut devenue sa maîtresse? Ensuite, il avait vécu pendant 14 mois avec la veuve, dont les pieds dans le lit étaient froids comme des glaçons. Mais à présent, il possédait pour la vie cette jolie femme qu'il adorait. L'univers pour lui n'excédait pas le tour soyeux de son jupon. Et il se reprochait de ne pas l'aimer. Il avait envie de la revoir. Il s'en revenait vite, montait l'escalier le cœur battant. Emma, dans sa chambre, était à faire sa toilette. Il arrivait à pas muet, il la baisait dans le dos et elle poussait un cri. Il ne pouvait se retenir de toucher continuellement à son peigne, à ses bagues, à son fichu. Quelquefois, il lui donnait sur les joues de gros baisers à pleine bouche, ou c'étaient des petits baisers à la file tout le long de son bras nu, depuis le bout des doigts jusqu'à l'épaule. Et elle le repoussait, à demi souriante et ennuyée, comme on fait à un enfant qui se pend après vous. Avant qu'elle se mariât, elle avait cru avoir de l'amour. Mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n'étant pas venu, il fallait qu'elle se fût trompée, songeait-elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse qui lui avaient paru si beaux dans les livres. Et c'est la fin du chapitre 5. Lui, pour le coup, il a une toute petite illustration qui est toute tristounette à la fin, quand Emma, justement, se rend compte que ce n'est pas l'amour qu'elle attendait. Je vais faire la faux folle et je vais lire le chapitre 6. Je trouve que là, le chapitre 5, il a bien fait la transition entre Charles et Emma. Et personnellement, rien que ces dernières petites phrases, ça me donne juste envie de mieux la connaître et de creuser un petit peu ce qu'elle peut ressentir, elle. Parce que là, Charles, bon, on le suit depuis le début, et là, on sait qu'il est hypé, donc allons voir un petit peu du côté de Emma. Après, si ça se trouve, le chapitre 6, il parle pas du tout d'elle, il parle à nouveau de Charles, mais j'ai envie d'y croire, parce que j'ai envie de voir Emma. Elle avait lu Paul et Virginie, et elle avait rêvé la maisonnette de bambou, Domingo, le chien fidèle, mais surtout l'amitié douce de quelques bons petits frères, qui va chercher pour vous des fruits rouges dans des grands arbres plus hauts que des clochers, ou qui court pieds nus sur le sable vous apportant un nid d'oiseau. Lorsqu'elle eut 13 ans, son père l'amena lui-même à la ville pour la mettre au couvent. Ils descendirent dans une auberge du quartier Saint-Gervais, où ils eurent à leur souper des assiettes peintes qui représentaient l'histoire de Mademoiselle de la Vallière. Les explications légendaires, coupées çà et là par l'égratignure des couteaux, glorifiaient toute la religion, les délicatesses du cœur et les pompes de la cour. Loin de s'ennuyer au couvent les premiers temps, elle se plut dans la société des bonnes sœurs, qui, pour l'amuser, la conduisaient dans la chapelle où l'on pénétrait du réfectoire par un long corridor. Elle jouait fort peu durant les récréations, comprenait bien le catéchisme, et c'est elle qui répondait toujours à monsieur le vicaire dans les questions difficiles. Vivant donc sans jamais sortir de la tiède atmosphère des classes, et parmi ces femmes au teint blanc portant des chapelets à croix de cuivre, elle s'assoupit doucement à la langueur mystique qui s'exhale des parfums de l'autel, de la fraîcheur des bénitiers et du rayonnement des cierges. Au lieu de suivre la messe, elle regardait dans son livre les vignettes pieuses bordées d'azur, et elle aimait la brebis malade, le Sacré-Cœur percé de flèches aiguës, ou le pauvre Jésus qui tomba en marchant sur sa croix. Elle essaya, par mortification, de rester tout un jour sans manger. Elle cherchait dans sa tête quelques vœux à accomplir. Quand elle allait à confesse, elle inventait de petits péchés afin de rester là plus longtemps, à genoux dans l'ombre, les mains jointes, le visage à la grille sous le chuchotement du prêtre. Les comparaisons de fiancés, d'époux, d'amants célestes et de mariage éternel qui reviennent dans les sermons lui soulevaient au fond de l'âme des douceurs inattendues. Le soir, avant la prière, on faisait dans l'étude une lecture religieuse. C'était pendant la semaine quelques résumés d'histoire sainte ou les conférences de l'abbé Frayssinous. Et le dimanche, des passages du génie du christianisme par récréation. Comme elle écouta les premières fois la lamentation sonore des mélancolies romantiques se répétant à tous les échos de la terre et de l'éternité. Si son enfance se fût écoulée dans l'arrière-boutique d'un quartier marchand, elle se serait peut-être ouverte alors aux envahissements lyriques de la nature, qui, d'ordinaire, ne nous arrivent que par la traduction des écrivains. Mais elle connaissait trop la campagne.
Elle savait le bêlement des troupeaux, les laitages, les charrues. Habituée aux aspects calmes, elle se tournait au contraire vers les accidentés. Elle n'aimait la mer qu'à cause de ses tempêtes, et la verdure seulement lorsqu'elle était clairsemée parmi les ruines. Il fallait qu'elle pût retirer des choses une sorte de profit personnel, et elle rejetait comme inutile tout ce qui ne contribuait pas à la consommation immédiate de son cœur, étant de tempérament plus sentimental qu'artiste, cherchant des émotions et non des paysages. Il y avait au couvent une vieille fille qui venait tous les mois pendant 8 jours travailler à la lingerie. Protégée par l'archevêché comme appartenant à une ancienne famille de gentilshommes ruinés sous la Révolution, elle mangeait au réfectoire à la table des bonnes sœurs et faisait avec elles, après le repas, un petit bout de causette avant de remonter à son ouvrage. Souvent, les pensionnaires s'échappaient de l'étude pour l'aller voir. Elle savait par cœur des chansons galantes du siècle passé, qu'elle chantait à demi-voix tout en poussant son aiguille. Elle contait des histoires, vous apprenait des nouvelles, faisait en ville vos commissions et prêtait aux grandes en cachette quelques romans qu'elle avait toujours dans les poches de son tablier et dont la bonne demoiselle elle-même avalait de longs chapitres dans les intervalles de sa besogne. Ce n'était qu'amour, amant, amante, dames persécutées s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes. Pendant 6 mois, à 15 ans, Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture. Avec Walter Scott, plus tard, elle s'est pris de choses historiques, rêva bahuts, salles des gardes et ménestrels. Elle aurait voulu vivre dans quelques vieux manoirs, comme ces châtelaines aux longs corsages, qui, sous le trèfle des ogives, passaient leurs jours, le coude sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir. Elle eut dans ce temps-là le culte de Marie Stuart et des vénérations enthousiastes à l'endroit des femmes illustres ou infortunées. Jeanne d'Arc, Héloïse, Agnès Sorel, la belle ferronnière et Clémence Isor. Pour elle, se détachaient comme des comètes sur l'immensité ténébreuse de l'histoire, où saillissaient encore çà et là, mais plus perdus dans l'ombre et sans aucun rapport entre eux, Saint-Louis avec son chêne, Bayard mourant, quelques férocités de Louis XI, un peu de Saint-Barthélemy, le panache du Béarnais, et toujours le souvenir des assiettes peintes où Louis XIV était vanté. À la classe de musique, dans les romances qu'elle chantait, il n'était question que de petits anges aux ailes d'or, de madones, de lagunes, de gondoliers, pacifique composition qui lui laissait entrevoir, à travers la niaiserie du style et les imprudences de la note, l'attirante fantasmagorie des réalités sentimentales. Quelques-unes de ses camarades apportaient au couvent les keepsakes qu'elles avaient reçus en étrenne. Il les fallait cacher, c'était une affaire. On les lisait au dortoir. Maniant délicatement leurs belles reliures en satin, Emma fixait ses regards éblouis sur le nom des auteurs inconnus qui avaient signé, le plus souvent, comte ou vicomte en bas de leurs pièces. Elle frémissait en soulevant de son haleine le papier de soie des gravures qui se levait à demi plié et retombait doucement contre la page. C'était, derrière la balustrade d'un balcon, un jeune homme en court manteau qui serrait dans ses bras une jeune fille en robe blanche portant une aumônière à sa ceinture. Ou bien les portraits anonymes de ladies anglaises à boucles blondes qui, sous leur chapeau de paille rond, vous regardent avec leurs grands yeux clairs. On en voyait d'étalés dans des voitures, glissant au milieu des parcs, où un lévrier sautait devant l'attelage que conduisaient au trot 2 petits postillons en culotte blanche. D'autres, rêvant sur des sofas près d'un billet décacheté, contemplaient la lune par la fenêtre entr'ouverte, à demi drapée d'un rideau noir. Les naïves, une larme sur la joue, becquetaient une tourterelle à travers les barreaux d'une cage gothique, ou, souriant la tête sur l'épaule, effeuillaient une marguerite de leurs doigts pointus, retroussés comme des souliers à la poulaine. Et vous y étiez aussi, sultan à longue pipe, pâmé sous des tonnelles au bras des bayadières, dijaour, sable turc, bonnet grec, et vous surtout, paysage blafard des contrées dithyrambiques qui souvent vous montraient à la fois des palmiers, des sapins, des tigres à droite, un lion à gauche, des minarets tartares à l'horizon, au premier plan des ruines romaines, puis des chameaux accroupis. Le tout encadré d'une forêt vierge bien nettoyée et avec un grand rayon de soleil perpendiculaire tremblotant dans l'eau où se détachent en écorchures blanches sur un fond d'acier gris et de loin en loin des cygnes qui nagent. Et l'abat-jour du quinquet, accroché dans la muraille au-dessus de la tête d'Emma, éclairait tous ces tableaux du monde, qui passaient devant elle les uns après les autres, dans le silence du dortoir et au bruit lointain de quelques fiacres attardés qui roulaient encore sur les boulevards. Quand sa mère mourut, elle pleura beaucoup les premiers jours. Elle se fit faire un tableau funèbre avec les cheveux de la défunte et, dans une lettre qu'elle envoyait au Berthaud, toute pleine de réflexions tristes sur la vie, elle demandait qu'on l'ensevelît plus tard dans le même tombeau. Le bonhomme la crut malade et vint la voir. Emma fut intérieurement satisfaite de se sentir arrivée du premier coup à ce rare idéal des existences pâles où ne parviennent jamais les cœurs médiocres.
Elle se laissa donc glisser dans les méandres lamartiniens, écouta les harpes sur les lacs, tous les chants de cygnes mourants, toutes les chutes de feuilles, les vierges pures qui montent au ciel, et la voix de l'Éternel discourant dans les vallons. Elle s'en ennuya, n'en voulut point convenir, continua par habitude, ensuite par vanité, et fut ensuite surprise de se sentir apaisée, et sans plus de tristesse au cœur que de rides sur son front. Les bonnes religieuses, qui avaient si bien présumé de sa vocation, s'aperçurent avec de grands étonnements que mademoiselle Rouault semblait échapper à leurs soins. Elle lui avait en effet tant prodigué les offices, les retraites, les neuvaines et les sermons, si bien prêché le respect que l'on doit aux saints et aux martyrs, et donné tant de bons conseils pour la modestie du corps et le salut de son âme, qu'elle fit comme les chevaux que l'on tire par la bride. Elle s'arrêta court, et le mors lui sortit des dents. Cet esprit, positif au milieu de ses enthousiasmes, qui avait aimé l'église pour ses fleurs, la musique pour les paroles des romances, et la littérature pour ses excitations passionnelles, s'insurgeait devant les mystères de la foi, de même qu'elle s'irritait davantage contre la discipline qui était quelque chose d'antipathique à sa constitution. Quand son père la retira de pension, on ne fut point fâché de la voir partir. La supérieure trouvait même qu'elle était devenue dans ces derniers temps peu révérencieuse envers la communauté. Emma, rentrée chez elle, se plut d'abord au commandement des domestiques, prit ensuite la campagne en dégoût et regretta son couvent. Quand Charles vint au Berthaud pour la première fois, elle se considérait comme fort désillusionnée, n'ayant plus rien à apprendre, ne devant plus rien sentir. Mais l'anxiété d'un état nouveau, ou peut-être l'irritation causée par la présence de cet homme, avait suffi à lui faire croire qu'elle possédait enfin cette passion merveilleuse qui jusqu'alors s'était tenue comme un grand oiseau au plumage rose planant dans la splendeur des ciels poétiques. Et elle ne pouvait s'imaginer à présent que ce calme où elle vivait fût le bonheur qu'elle avait rêvé. Oh la vache! Alors j'avoue que j'ai mal à la gorge parce que du coup moi je me suis enchaîné les trois là, mais qu'est-ce que c'est bien écrit! Je trouve qu'on se rend tellement compte. Alors, je suis bien contente d'être enfin passée au caractère de Emma, puisque c'est quand même Madame Bovary le titre du roman, tu vois, c'est pas Charles. Et c'était cool de connaître Charles un peu au début, de voir son tempérament. Mais justement, le fait de l'avoir dépeint avant, je trouve que là, on se rend encore mieux compte d'à quel point Emma, justement, elle brûle de vivre et elle brûle de ressentir des choses fortes. Ça se ressent dans vraiment chaque phrase qui parle d'elle, quoi. Je suis hyper contente d'enfin en savoir plus sur elle. Et regardez, là on commence à voir qu'on a avancé. Bon, on n'est pas encore à la moitié, mais quand même. J'attends vos avis en commentaire si vous voulez bien me les laisser parce que j'adore vous lire sur ce que vous avez pensé de ces 3 chapitres du jour. Qu'est-ce que vous pensez d'Emma? Est-ce que vous avez un avis différent sur Charles? Et est-ce que vous avez passé un bon moment, tout simplement? Il me tarde de vous retrouver pour la suite en tout cas. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous souhaite de très belles lectures. Mouah! À la semaine prochaine pour la suite.